Henriette, bonjour. Bonjour. Quel commentaire vous inspire l'interventionnisme des puissances étrangères dans les affaires internes du Cameroun? Il y a 3 volets dans cette affaire. Je ne sais pas s'il y a interventionnisme. Ce que je sais, c'est que la communauté internationale est liée par des pactes, des traités, des conventions qui font obligation à chaque État de respecter l'esprit et la lettre de ces conventions. Donc, nous sommes partis à ces traités-là et on ne peut pas dire qu'on est isolé sur une île ou sur son oasis et puis rien ne doit nous atteindre. Non, on est liés. Première chose. La deuxième chose, c'est que quand on dit interventionnisme, pourquoi avons-nous signé les accords de l'APE qui privent nos douanes de l'argent qui est utile à son trésor? Donc on ne peut pas dire qu'aujourd'hui on est contre l'interventionnisme et demain on va signer des accords que personne n'a signé dans notre sous-région. Sous-région dans laquelle nous sommes considérés comme la locomotive et à juste raison. Donc, est-ce que c'est de l'interventionnisme? Je ne suis pas sûr. Je rappelle que le 20 mars 2003, le président de la République se trouvait dans le palais, à la Maison Blanche, chez Bush, le jour où le Pentagone lançait l'assaut contre l'Irak, au motif qu'en Irak, il y a des armes de destruction massive. Notre président était la caution de cette action internationale qui a été décriée par beaucoup de pays. Donc, nous aussi, de temps en temps, on joue des rôles qui nous servent, où on est considéré comme une caution. 20 mars 2003, le président de la République se trouvait à la Maison Blanche lorsque le Pentagone lançait son offensive sur l'Irak. Le Cameroun n'a donc pas raison de se dresser contre l'ingérence des puissances étrangères dans ses affaires internes? Non. En la matière, c'était les questions de droits de l'homme. Et dans les questions de droits de l'homme, c'est normal qu'on interpelle les pays parce que nous sommes liés par ça. Et je vais vous dire, je crains que l'interview soit plus longue que prévu. Il n'y a pas de problème, madame. Lorsque nous étions en situation de parti unique, on interpellait souvent l'État camerounais en leur disant « Votre constitution garantie par le préambule dans lequel figure la Déclaration des droits de l'homme de l'ONU, vous garantit toutes les libertés politiques et civiques. Comment se fait-il que vous preniez la décision de mettre les gens en prison sur le seul motif qu'ils ont une opinion dissidente ?» Et quand le président, à l'époque, le président Ngini de la Cour suprême répondait invariablement « Notre constitution garantit toutes les libertés, mais dans le respect de nos lois et règlements. » Et c'est là qu'il y avait le diable. Parce que le président Ahidjo avait pris soin, le 12 mars 1962, de faire un texte contre la subversion. Et ce texte indiquait que même si vous n'étiez pas subversif, mais si vous avez entendu parler des propos ou d'actes subversifs, si vous ne venez pas en référer à la police, vous êtes aussi condamné comme celui qui est l'auteur de cette opinion dissidente. Voilà. Ça veut dire donc qu'à l'heure actuelle, vous ne souscrivez pas la thèse suivant laquelle les figures politiques d'opposition sont arrêtées aujourd'hui, en l'occurrence Maurice Kamto et ses alliés politiques qui sont aujourd'hui en prison. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que vous constaterez que depuis un certain temps, ce sont les avocats qui tiennent le débat politique. Ce n'est pas par hasard. Parce que maintenant, c'est les lois. Les lois ont dit que les lois doivent être renforcées, être garanties par le Conseil constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel qui peut dire cette loi
est normal au regard de notre constitution ou pas. Nous avons signé pendant le parti unique le pacte de l'ONU sur le respect des droits civiques et politiques. On ne respecte pas ça. Ensuite, lorsqu'on a aboli cette fameuse ordonnance de 62 contre la subversion, on a pris soin de prendre les lois, alors qu'on venait de voter les lois des libertés, on a redistribué ces lois dans le code pénal. Ce qui fait que quand un juriste s'assoit pour commencer à expliquer le droit, il n'a pas à nous expliquer le droit. Nous avons des garanties des libertés politiques. Et ces libertés-là sont des libertés qui sont gravées dans le marbre de la Constitution. Toutes les lois qui sont contraires à ça sont des lois scélérates. Elles sont anticonstitutionnelles. Donc moi j'appelle le Conseil constitutionnel désormais établi à examiner la constitutionnalité des lois qui encadrent les libertés politiques et civiques. Parce que c'est important. Mais puisque ces différents organes juridiques dépendent davantage du chef de l'exécutif, est-ce qu'aujourd'hui on ne voit pas cette chape de plomb qui est le chef de l'exécutif sur le Conseil constitutionnel, la justice entre autres? C'est pour ça que c'est anticonstitutionnel, il faut le dire. La Constitution est au-dessus du chef de l'État. La Constitution est un contrat établi par le peuple, normalement par un référendum. La Constitution est au-dessus d'un sous-préfet, comme la Constitution est au-dessus du chef de l'État. Et quand le chef de l'État viole la Constitution tout le temps, par exemple, l'article sur la déclaration des biens, il ne l'applique pas, il piétine la décentralisation, il respecte la Constitution quand il veut. C'est pour dire, en définitive, qu'il faut revenir à la revendication de la conférence nationale souveraine. Parce que cette conférence nationale devait encadrer notre démocratie. Et à partir du moment où le président de la République a refusé de faire la conférence nationale en faisant une petite tripartite où il n'a même pas respecté ce qui a été dit à la tripartite, ça veut dire que la refondation de notre démocratie passe nécessairement par la tenue d'une conférence nationale souveraine. Et à l'heure actuelle où la crise sociopolitique s'enlise, est-ce que vous proposiez par exemple une commission vérité, justice et réconciliation pour régler le contentieux anglophone qui règne depuis 2 ans aujourd'hui au Cameroun? Il y a 2 contentieux dans notre pays. Il y a le contentieux de l'indépendance, la manière dont on a traité les nationalistes qui ont revendiqué l'indépendance, qu'on a obtenue en fin de compte, parce que c'était inéluctable. Deuxièmement, le contentieux historique de la gestion de notre réunification. Parce que cette réunification a été parsemée de beaucoup de choses. Lesquelles? On fait la réunification le 1er octobre 1961. Le 12 mars, le président de la République sort l'ordonnance contre la subversion, dont toute opinion politique est déclarée subversive et est susceptible de vous conduire à un emprisonnement administratif. Et l'emprisonnement administratif, il n'y a pas de procès, il n'y a rien. Les droits sont bafoués. Et en 1966, 4 ans après, il fait le parti unique, dont les anglophones, leur instrument de lutte, c'est les partis politiques. Il prend les partis politiques, il met dedans. Et désormais, il est le seul à définir la politique nationale de notre pays. Les anglophones, et je le leur reproche, ils n'ont pas protesté. Pourquoi? Ça les regarde, je ne sais pas ce que le président Aïdjo leur a offert en contrepartie. Mais l'Itane et l'autre, comment on l'appelle, Foncha, n'ont pas protesté. Évidemment. Souvenez-vous une coalition entre ces deux leaders? Ils ont été corrompus. Par qui? Tandem Mouna était le ministre des Travaux publics. Et Tandem Mouna a pu acquérir un gros pactole immobilier sur lequel ses enfants vivent aujourd'hui. Là où il y a le siège, là où il y a le cabinet
d'Akeremuna, c'était un bâtiment des impôts à Yaoundé, etc. Je n'irai pas plus loin. Donc je veux dire que ces gens-là ont été corrompus. 72, 6 ans après le parti unique, ils suppriment le fédéralisme. On passe à l'union, à la République unie. Pourquoi ont-ils continué à accepter ça? Je vous pose la question. Ils ont accepté parce qu'on leur a garanti des choses. Quoi, par exemple? Je ne sais pas. Maintenant, en 1975, le président Ahidjo nomme un premier ministre qui s'appelle Paul Biya. Et en 1979, il réforme la Constitution. Alors qu'avant, c'était en cas de vacance de pouvoir, c'est le président de l'Assemblée nationale, qui était à l'époque Tandem Mouna, qui pouvait prendre le relais d'Ahidjo. Non seulement il nomme un premier ministre, on ne savait pas encore où il voulait en venir, parce que c'est un enfant d'Oujoula, mais il change la Constitution. 4 ans après, la Constitution dit désormais que le président de l'Assemblée nationale ne peut plus prendre le relais. C'est le Premier ministre. C'est-à-dire que ce qui devait être un consensus entre le pays francophone, anglophone et nous, en garantissant qu'un jour ils peuvent succéder au président de la République, ça devient une affaire francophone. Les anglophones sont écartés. On a donc des contentieux historiques qu'on ne peut débattre qu'au sein d'une conférence nationale souveraine. Et on a refusé ça en 1991. Mais aujourd'hui, tout ce qui se pose, le refus de dialogue de Paul Biya, le fait que la Constitution n'ait pas été discutée avec toutes les forces vives de la nation, notre démocratie est bancale, en ce sens que tout le pouvoir revient à un seul homme, le président de la République. Voilà pourquoi son parti va bientôt marcher, il n'y aura pas de sous-préfet pour le contraindre, et aucun parti de l'opposition ne peut faire de meeting, ne peut faire de réunion publique en dehors de la période de la campagne électorale. Après, on les fait entrer comme des chiens dans une niche et ils attendent les prochaines échéances pour que vous alliez encore parler pendant 2 semaines. Après, vous retombez là-dedans. Arrête, quels devraient être, à votre avis, les différents acteurs de cette conférence nationale souveraine pour qu'on règle ces contentieux historiques? Les forces vives de la nation, y compris le RDPC.